poubelle de la France et puis c'est tout. Hein. On est bon pour ramasser marée noire, nucléaire. Félix était photographe à l'origine et on a donc eu un magasin de photos et un jour on a décidé de tourner cette page, fermer le magasin et d'aller faire des choses qui nous intéressaient vraiment et qui avaient du sens pour nous. Alors les années 70 sont les meilleures années de ma vie et celles de Félix. Parce que justement, il y avait une effervescence très grande. Il y avait la musique, évidemment, Alan Sivell, Glenmore, Serva et plein d'autres, hein, c'était nombreux. Et Félix a fait partie, a accompagné Alan Sivell dans cette tournée européenne. Donc on était au milieu aussi, on était au creux de tout ça. Et il y avait donc René Vauthier qui est venu. On a fait l'UPCB, l'unité de production de cinéma Bretagne, avec lui pour faire du cinéma en Bretagne. Il y avait une effervescence incroyable, une solidarité aussi. Et donc, c'était des années très particulières. On croyait qu'on allait changer le monde. Et nous, c'était ici qu'on voulait travailler. Et en plus, on tenait à ce que le plus de choses possibles se fassent ici. Parce qu'on aurait pu monter le film à Paris. Alors, pour Plogoff, c'était pas prévu, mais les femmes ont pris les premières places. Spontanément, elles sont allées devant les gardes mobiles en leur disant, l'une disait par exemple, « Je pourrais être votre grand-mère, mais j'aurais honte d'avoir un petit-fils comme vous. » Et c'était assez dur, fort ce qu'elle disait. Et les gardes mobiles, surtout quand ils étaient jeunes, inexpérimentés, ils craquaient. Et ça posait problème, bien sûr, d'avoir des gens qui ne tenaient pas le coup. C'était une première, là. Hein. Et c'était les femmes qui obtenaient ça sans cailloux, sans rien. Prendre les cailloux qui étaient à portée de la main, c'est tout ce qu'ils pouvaient faire contre ces gens-là. Le premier jour, moi, j'étais un petit peu choquée. Je m'y attendais pas du tout, certainement, mais j'ai compris pourquoi ils le faisaient. C'était leur seule défense. Et ça se rattachait à une tradition en Bretagne qui existait plus avec le breton, quoi. En breton, j'ai toujours vu des grands-mères donc, qui étaient nées en 1880, 90, comme ça. Hein, et je les interviewais, il fallait toujours chanter aussi, avoir le goûter, la fête, quoi. Il y avait comme, c'était toujours très proche, le travail et la fête, le travail et le chant. Et les sardinières, c'était ça, hein, elles chantaient épuisées qu'on était à chanter, d'une. Éclaté, posé par nos couilles, requetou, requetou, requetou. Il y avait un journaliste qui m'avait dit, un journaliste parisien, il avait une tante qui vivait en Pays Bigoudin, et donc il avait interrogé les copines de la tante et tout, mais qu'est-ce qu'ils font exactement, Félix et Nicole? Bon, alors il ne savait pas trop dire, parce que il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient de l'audiovisuel et tout ça. Et puis finalement, ils ont dit, ils montrent les choses comme elles sont.
Donc le texte, il est assez connu chez les chanteurs bretons, c'est Hales Vian, et ça raconte l'histoire d'un amour impossible puisque la fille est dans la noblesse et pas le gars. Voilà. Eu sou Marcelo Gomes, a Mitterrand de Brasil. No coração de quem vai, no coração de quem vem, terra da boa esperança, meu último bem. Eu tenho uma memória afetiva muito forte com o sertão. Meu pai é do sertão, minha mãe é do sertão. Eu vivi muitos momentos da minha vida de infância no sertão, então é uma relação muito de memória afetiva e de muitas viagens. Então o sertão sempre ficou na minha memória, né? Eu sempre desejei fazer filmes lá e de repente a minha primeira história, por uma grande coincidência, se passava no sertão. E aí depois virou um desejo sempre de filmar no sertão. Eu acho que meu coração está no sertão. E por isso que eu tenho esse desejo tão grande de filmar lá. Primeiro porque o sertão sempre foi uma região que ficou sempre à margem do desenvolvimento brasileiro. O desenvolvimento brasileiro é muito ligado ao sul do Brasil, nunca ao norte. E culturalmente é uma região muito isolada, mas muito rica. Eu tenho sempre desejo de falar dessa região que economicamente é tão pobre e culturalmente é tão rica. Então esses personagens, eles estão à margem socialmente, mas culturalmente eles têm muito o que dizer sobre a vida. Então por isso que eu escolho eles. Tem um poeta português, Fernando Pessoa, que diz que viajar é conhecer mundos, viajar é conhecer você mesmo, mais ainda. E eu acho que nos meus filmes é isso, eu acho que os personagens viajam e nessas viagens eles não são mais aquela mesma pessoa que deixou a sua região. Ela vai se transformando durante essa viagem, ela vai se conhecendo melhor. Então acho que para mim a viagem é um processo de autoconhecimento. E por isso que a viagem está tão perto dos meus personagens e tão presente nos meus filmes. Bem-vindo ao Brasil. Você é de onde? Do Líbano. Não quero saber disso aí não, viu? Quero saber da minha moto nova, viu? A gente vai casar sim. A tanda de carnaval, quem viaja, se morre. Eu faço a viagem, uma viagem de volta para aquela região que eu vivi com meus pais, que eu conheci com meus pais, e eu vou lá encontrar aquela região. Então a viagem é minha. E eu encontro aquela região do meu passado, da minha memória afetiva, completamente transformada por um processo de capitalismo selvagem. E um processo muito singular. E o cinema é sobre singularidade, por isso que eu decidi fazer aquele filme. Eu acho que o Brasil é um país muito classista. O Brasil acho que é um país que as diferenças econômicas e sociais são as maiores talvez do mundo, né? E essas diferenças sociais, elas promovem uma solidariedade aparente, mas não tem uma solidariedade profunda dessas classes sociais se unirem e construir um país mais igual. Então acho que é por isso que eu falo muito da solidariedade. Eu acho que o Brasil precisa ser um país mais solidário, não solidário de fachada, de primeira vista, mas profundamente solidário. Eu fico muito feliz com essa retrospectiva, principalmente porque eu vi a curadoria do festival e que mostra os filmes que têm uma reflexão emocional, mas uma reflexão social e política muito importante. E eu fico muito feliz de ter uma retrospectiva num festival onde esse tema político-social, não só o amor também é importante, mas a política e a sociedade também é muito importante. Eu fico muito feliz de estar nesse festival. Propulsion stable, Mach 2 dépassé. Assiette longitudinale à 87 degrés. Je cabre pour atteindre les 90. 45 secondes. Propulsion toujours stable, Mach 4 dépassé.
très limité. On va sans doute rentrer en résistance, mais on aura la volonté, en tout cas les femmes ont toujours montré qu'elles étaient capables d'aller jusqu'au bout quand il s'agissait de défendre leurs droits. Et l'avortement, c'est un droit fondamental pour les femmes. Il y a d'autres limites qui proviennent de la situation de la santé en France aujourd'hui, c'est-à-dire du manque de médecins, des délais qui sont imposés aux femmes quelquefois, justement, qui font qu'elles arrivent, quand elles ont leur rendez-vous, elles sont hors délai, hors des délais en tout cas prévus en France. Et puis il y a aussi quelque chose contre laquelle le planning manifeste, enfin revendique, c'est la clause de conscience. Les médecins ont tous une clause de conscience. Et il y en a une double en ce qui concerne cette intervention particulière. Donc ça me paraît insupportable aussi. Et puis enfin, on a aussi remarqué qu'il y a encore une pression, une culpabilisation des femmes. C'est aussi un contexte qui fait que oui, l'avortement n'est pas une intervention médicale comme autre. Mais on voit bien que les femmes se mobilisent énormément pour reconquérir un certain nombre de droits. Donc de toute façon, toute leur vie, les femmes ont essayé de prouver au monde qu'elles étaient capables de prendre en charge et leur contraception, et leur vie intime, et d'avoir ou pas des enfants. Donc on n'enlèvera jamais ce droit aux femmes. C'est dans leur gène profond. Si llegas a necesitar un hospital, te pueden meter presa. Es peligroso. Como foi que a gente se conformou com alguma coisa assim? Não cabe no corpo, Sofia. Sai da quadra imediatamente. Então vocês vão ter que me tirar da quadra. Tira da quadra! Que eu sei que posso. Levante em mim. Je m'appelle Laure Degras, je suis artiste entre autres. Je suis au festival, déjà parce que j'aime le festival, mais aussi parce que j'ai eu l'opportunité de présenter une exposition qui rend hommage à Marielle Franco, conseillère municipale de Rio de Janeiro, qui a été assassinée en 2018. Je savais qu'il y avait ce film, mais je l'ai découvert là. Et j'avoue que je suis encore sous le choc et l'émotion parce que justement on prend conscience non seulement de ce qu'a été Marielle Franco, de sa force politique et on prend conscience de l'impact qu'a eu son assassinat qui a, je dirais, constitué comme un événement, un tournant dans l'histoire politique du Brésil et surtout concernant les populations noires et les femmes noires. Il y a toujours beaucoup de choses qui font écho quand on parle des populations noires dans le monde par rapport à la population brésilienne qui est un pays très contradictoire. C'est qu'il y aurait beaucoup de choses à entendre de ce qui se passe là-bas et à comprendre, surtout par rapport au fait de dénoncer les choses, de dire les choses. Ce qu'on énonce existe et d'ailleurs c'est ce qui est dit beaucoup, c'est qu'on existe, on a des choses à dire, on a des choses à faire. Et qu'à un moment donné, sortir de la marginalité, sortir de la marge et entendre ce qu'on a à dire, ben, ça fait avancer l'ensemble. Et c'est à ce moment-là que j'ai suivi aussi cette campagne de Elenao, c'est-à-dire pas lui, et j'ai vu l'importance de la force de ce qui était mis en avant pour éviter cette élection et comment malgré ça, cette élection est passé, comment il a été élu, en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'on savait qui était ce personnage et les propos qu'il pouvait tenir et son positionnement politique par rapport aux droits LGBTQIA+, et par rapport aux populations noires. Donc effectivement, il y a des échos par rapport à ce qui se passe en France, ce qui a pu se passer en France, la connaissance qu'on a de l'extrême droite et comment malgré ça, il y a quelque chose qui avance. Et la difficulté qu'il y a à comprendre que c'est quelque chose qui est déjà arrivé ailleurs et qui, si ça arrive en France, on sait les conséquences que ça pourrait avoir. Marielle Franco me fait penser un peu à Angela Davis. Pour moi, c'est des femmes qui aident à exister et à penser, en tout cas pour moi. C'est un hommage ou un fémage, comme on dit,
L'assassinat de Marielle Franco, c'était en 2018. Je pense que ça a été connu quand même en France. Il y a eu des échos, mais on a vite oublié et montré que ça a eu une importance dans le monde pour moi. Là, c'est exposé, mais la priorité de ces affiches, c'est qu'elles soient collées dans la ville, que ça interpelle le regard. C'est du domaine du militantisme, de l'éducation populaire et de l'art pour tous, quoi. Je suis réalisateur palestinien et journaliste aussi. Et donc j'ai commencé à réaliser des films documentaires sur la société palestinienne, sur aussi des thèmes, des sujets qui sont liés à la cause palestinienne, sur le rôle de la femme, la jeunesse, les personnes handicapées. Et en 2019, j'ai commencé mon projet Gaza Stories, un projet webdoc sur la vie quotidienne à Gaza à travers des vidéos de 3 à 5 minutes pour montrer la vie quotidienne à Gaza et montrer aussi Gaza autrement. Et donc voilà, l'idée c'est de montrer Gaza autrement à travers de la culture, le rôle de la femme, la jeunesse, l'art, le patrimoine, à travers des portraits. Depuis l'événement du 7 octobre, est-ce que ça a influencé toi dans ton travail? En fait, la situation aujourd'hui, comme vous le savez, donc, elle est très compliquée, elle est très dégradée, sur tous les niveaux à cause de cette guerre. On parle que Gaza dévastée, Gaza détruite. Et donc je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais pouvoir montrer pour le monde? En fait, le film Gaza Baloké, c'est un film documentaire qui parle sur l'histoire d'un groupe de footballeurs amputés de Gaza. Ils ont formé toute une équipe de football pour pratiquer leur sport. Et donc j'ai pris l'initiative pour faire venir ces footballeurs amputés et jouer contre l'équipe de France de football des personnes amputées. Donc moi, en tant que coordonnateur de projet et traducteur, donc j'ai exercé aussi mon métier comme réalisateur. J'ai pris ma caméra depuis Gaza, j'ai tourné avec eux à Gaza, les préparations pour sortir de Gaza, les entraînements à Gaza. Et puis je les ai accompagnés ici lors de ces 3 semaines. Et donc, j'ai pu réaliser un documentaire de 35 minutes sur cette histoire merveilleuse. Et justement, maintenant, voilà, les voleurs à Gaza, qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Qu'est-ce que ça a changé vers ça? Voilà, il y a beaucoup de jours que j'ai connus, j'ai filmé soit dans le film Gaza Baloké, soit dans mon projet Gaza Stories. Donc pour les footballeurs amputés, donc voilà, ils vivent aujourd'hui une situation très compliquée parce que voilà, ils sont handicapés. Leur terrain de foot, leur salle de foot où ils font les entraînements, ils sont toutes détruites à cause de la guerre qui a détruit tout. Et ils vivent aujourd'hui dans une situation très catastrophique dans les camps de déplacement. Ils sont privés de leurs droits comme personnes handicapées. Aussi, donc, parmi les personnages avec lesquels je tournais,
et sont morts. Donc il y en a plusieurs personnages de Gaza Stories que je tournais avec eux, que je connais réellement. Donc c'est très dur aujourd'hui d'imaginer la vie d'un Palestinien, qu'est-ce qu'elle est devenue Gaza. Parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les médias, ça n'a rien à voir franchement avec la réalité. Le sujet du deuxième documentaire qui sera projeté, la conductrice de bus, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la démarche par rapport à ce documentaire en particulier? En général, la vision de l'Occident toujours sur la Palestine et la région du Moyen-Orient, que la femme n'a pas sa place dans la société. Et moi, je fais soit le film La conductrice de bus ou d'autres films que je tournais sur les femmes palestiniennes pour répondre toujours à ces interrogations qui disent voilà, elle est où la femme, est-ce qu'elle est toujours voilée, elle est à la maison pour faire la cuisine. Moi je leur dis non, c'est le prof, voilà, c'est par exemple ce documentaire. Et donc c'était pour moi quelque chose, un film que je devrais montrer. Décrochage réussi. Et voici la devinette. Le plan qui va suivre dure 15 secondes. Où a-t-il été tourné? En France ou au Brésil? Et où se cache l'indice? Parce qu'il y en a un. Regardez bien. Vous savez sûrement où est l'indice, non? Vous avez l'indice et la solution? Allez vite sur le site internet de l'émission. Et voici maintenant la réponse de la semaine dernière. L'indice était la carte de visite de Marcelo Gomes, qui était caché dans ce maillot de bain. Marcelo Gomes est un réalisateur très connu au Brésil. Nous étions donc au Brésil. Bravo!